de choisir la télévision Ngamilo, c'est un plaisir de vous présenter le journal de ce vendredi 5 novembre 2021. D'abord, les points essentiels. Les partis politiques UPD, Zigamibanga et APDR disent être toujours actifs en cette période post-électorale. UPD Zigamibanga est occupé à élaborer le programme politique de 2025, tandis que le parti APDR incite ses militants à participer au projet de développement. Seulement 30% des femmes épargnent dans des microfinances, selon le directeur exécutif du réseau des institutions de microfinance au Burundi. Une annonce faite lors de la célébration de la Journée internationale de l'épargne ce vendredi. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce faible taux? C'est tout de suite. Bienvenue. Je vous le disais à l'instant, le parti politique UPD Zigamibanga n'est pas visible sur le terrain, mais ne croise pas les bras. D'après le président de ce parti, ils sont occupés par l'élaboration du programme politique de 2025 qui sera d'ailleurs présenté à la population l'année prochaine. Mais entre-temps, les réunions des membres du comité se tiennent régulièrement à travers tout le pays, a déclaré Abdul Kassim. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes attelés beaucoup à l'élaboration du programme politique de 2025 que nous allons présenter à la population. Ça, c'est un travail qui est très important parce que nous devons le terminer avec la fin de cette année avec l'aide de l'organisation BRTP. Nous pensons que maintenant, on aura à partir de 2022, nous allons beaucoup être plus visibles sur le terrain quand on sera en train d'expliquer notre programme. Il y a également les activités du parti, les réunions au niveau des comités, au niveau national, au niveau des provinces, au niveau des communes, qui sont organisées régulièrement. Nous pensons que même s'il n'y a pas beaucoup de descentes de masse, mais les activités du parti sont là, continuent, et nous espérons que d'ici peu, alors on aura, selon l'organisation, selon les activités, on sera beaucoup plus visible sur le terrain. Pour nous, on fait le travail de formation idéologique. Et lorsque on peut avoir une masse, mais une masse qui ne porte pas d'idéologie du parti, nous ne sommes pas appelés à changer de parti à tout moment. Chaque organisation, chaque famille a sa façon de s'organiser. Et nous pensons que la nôtre est d'abord le renforcement du parti passe par la formation idéologique de nos membres. Parlons toujours des partis politiques. Le manque de moyens financiers est l'un des défis qui freinent les activités du parti politique APDR. Malgré cela, ce parti politique incite ses militants à adhérer aux travaux de développement. Propos de M. Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR. Selon toujours lui, son parti contribue en dénonçant ce qui ne va pas dans le pays. Suivez-le. Les élections 2020, les partis qui n'ont pas gagné les élections, les moyens ne sont pas énormes. Alors il y a beaucoup d'activités qui réalisent sans toutefois inviter les médias. C'est la raison pour laquelle vous dites qu'ils n'ont pas sur le terrain, mais ils sont sur le terrain. Par exemple, le parti APD, vous savez que le 28 août, on a fait un congrès pour mettre en place les nouveaux organes. Le 28 octobre, nous étions avec les provinciaux à l'hôtel La Détente pour analyser ensemble le projet de société qu'on peut mettre sur le terrain dans les élections prochaines. Donc, vous savez aussi, à travers le Forum permanent de dialogue FDP, les partis toujours sont ensemble pour analyser si les enjeux nationaux. Dans l'ensemble, les partis sont sur le terrain. Le problème en est que les moyens qui nous coûtent cher, mais à dynamiser les comités jusqu'au niveau local, nous sommes en train de le refaire. Aujourd'hui, vous savez qu'après les élections, n'est que soutenir le programme du parti au pouvoir, toutefois en incitant nos militants de s'adhérer dans différentes coopératives, aux travaux de développement, ou bien aussi à contribuer, voir les activités louables du président de la République, à soutenir. Mais aussi, notre objectif, c'est toujours de dire ce qui ne va pas, en fait, qu'il y a le changement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a
des problèmes nationaux que le parti PD toujours dit, à rapport avec la corruption, à rapport ce genre de monopole. Donc ce sont des activités que le parti PD toujours dit au gouvernement afin qu'il y ait un changement. Poursuivons cette édition. Seulement 30% des femmes burundaises épargnent dans les institutions de microfinance, selon le directeur exécutif des réseaux des institutions de microfinance au Burundi. Il s'exprimait ce vendredi lors de la célébration de la Journée internationale de l'épargne. Madame Marie-Louise Kamikadi fait savoir que la peur d'investissement pour les femmes est la principale raison qui explique ce faible taux. Les détails avec Sheila Ilambona. 33% est le taux de participation des femmes au niveau de l'épargne dans les institutions de microfinance, tandis que le niveau de crédit est de moins de 30%, selon Marie-Louise Kamikadi, directeur exécutif des réseaux des institutions de microfinance au Burundi. Ce taux de participation est faible. Si on regarde la participation de la femme, nous trouvons que au niveau de l'épargne, elle est à moins de 33%. Et au niveau des crédits, elle est moins de 30%. Donc, ceci nous a poussé à nous questionner nous-mêmes. On s'est dit, quel est finalement le rôle des institutions de microfinance au niveau de l'offre des produits et services financiers à l'endroit de la femme, et particulièrement la femme rurale. Marie-Louise Kamikadi fait également savoir que le manque d'information est la raison principale de ce faible taux de participation dans les microfinances. Parmi les causes qui ont été évoquées par les femmes, c'est surtout le manque d'information. Le manque d'information, ça veut dire que les femmes ne sont pas informées de ces opportunités de partenariat avec les institutions de microfinance. Les femmes ne sont pas informées. Il y a beaucoup d'idées qu'elles se donnent, entre autres des taux d'intérêt élevés. Ça, on le dit souvent. Mais la réalité est que les femmes qui font leur petit business, surtout à l'intérieur du pays ou dans les zones périurbaines, nous trouvons qu'elles ont des financements grâce aux usuriers. Asteri Bimenimana, membre de l'association Shigikira Ogorodi de Kayanza, indique qu'épargner dans les microfinances a favorisé le développement durable de leur association. On nous a enseigné comment épargner. Nous prenons notre argent et c'est conservé dans les coopératives. Ça nous rassure. Avant, nous avons acheté en porc, 1 à 1. Nous en avons acheté 48. Aujourd'hui, on a 68 porcs, 21 moutons, 19 chèvres et 5 vaches. La journée internationale de l'épargne est célébrée chaque année le 31 octobre. Cette année, cette journée a été célébrée sous le thème « Le genre et l'inclusion financière des femmes ». Merci Sheila pour ces éclaircissements. Restons toujours à Bujumbura où plus de 5000 enfants sont en âge de scolarité dans la zone Lukalamu, commune Mutimbuzi. Parmi eux, plus de 900 n'ont pas été envoyés à l'école. Cela ressort d'une enquête menée dans différentes écoles de cette localité par le syndicat des travailleurs de l'enseignement STEB en sigle présenté ce vendredi. Le président de ce syndicat précise que la cause de ces abandons est la pauvreté des familles et ceux qui veulent exploiter ces enfants. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Au cours de l'atelier de restitution des résultats appelé rentrée scolaire 2021-2022 dans différentes écoles d'Orukaramu, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, le constat est que la majorité des enfants abandonnent l'école pour pratiquer d'autres activités. Rémi Sengiumva, président du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi STEB, dit que l'enfant qui a l'âge d'être à l'école peut être envoyé à l'école et ne pas lui laisser faire d'autres activités. Le Lukalamu nous a été une zone pilote pour notre projet de lutter contre tout travail d'enfants. Les enfants qui étaient en âge de scolarité étaient aux environs de 5 766, mais ceux qui n'étaient pas à l'école étaient aux environs de 926. L'étape suivante a été l'étape de sensibilisation des parents, des directeurs, des enseignants, des administratifs. On les a sensibilisés par des formations. Après la sensibilisation,
on a pu détecter les causes. Et les premières causes ont été la négligence des parents. La deuxième chose a été les adultes des entreprises qui veulent exploiter les enfants. Comme Esteb, alors, nous avons voulu prendre le devant pour la lutte contre le travail d'enfants. À la rentrée scolaire, nous avons pu récupérer 223 enfants qui sont revenus à l'école. Des activités pareilles devraient se répandre dans tout le pays. C'est vraiment inacceptable qu'un enfant soit inhibé, qu'un enfant ne se développe pas moralement, intellectuellement, physiquement et socialement, alors que la place de l'enfant, c'est l'école. Certains des directeurs de ces écoles disent que le manque du matériel scolaire, des uniformes pour ces enfants et le manque de cotisations comme frais d'encouragement aux enseignants vacataires sont parmi les causes qui font que les cours ne sont pas bien dispensés et les abandons scolaires. Cette étude est menée par le syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi Esteb dans les écoles d'Orukaramu avait pour but de plaider en vue de lutter contre le travail des enfants, que tout enfant en âge de scolarité soit à l'école. L'administrateur de la commune Nahangwa appelle les propriétaires des maisons érigées dans les voies publiques à les démolir eux-mêmes. Cet appel est lancé après le constat des maisons construites anarchiquement au quartier Nyabagere de la zone Girosha. Ernest Nyonzima estime que le blocage des voies publiques gêne l'intervention en cas d'incident. Suivez-le. Le constat est qu'une personne s'est appropriée en construisant dans une route non autorisée, je dirais dans une route publique. Ce que nous demandons, premièrement, c'est de dégager d'abord la partie construite qui ne lui appartient pas. Et deuxièmement, j'interpelle aux autres occupants des parcelles de pouvoir au moins respecter les normes de l'urbanisme pour leurs propres intérêts. En plus de cela, là où la route est bien dégagée, je dirais qu'en cas de préjudice, d'intervention et d'office, ce que l'administration pourrait faire est d'interpeller le conseil collinaire, eux qui sont en œil, une oreille de l'administration, pour qu'ils puissent préparer leur passage. En outre, là où il y a le passage ou une route qui est bien planifiée, le développement vient si trop vite. Autrement dit, au cas contraire, si la route est barrée, vous comprenez que même en cas de préjudice ou de problème, l'intervention devient dire. Page internationale avant de clore cette édition, nouveau record de contamination à la Covid-19 avec plus de 33 000 cas en 24 heures. L'Allemagne est le pays européen le plus frappé par cette quatrième vague massive. L'OMS appelle au respect des mesures sanitaires et à la vaccination massive pour sauver des vies. Suivez ce reportage de France 24. C'est une petite lueur d'espoir au milieu d'un ciel assombri. Le Royaume-Uni vient d'autoriser le premier comprimé anti-Covid. Ce médicament, à prendre après un test positif, réduirait de moitié le risque d'hospitalisation. Mais si la science progresse, la situation sanitaire de l'Europe, elle, prend une tournure inquiétante. Les taux d'hospitalisation dus au Covid-19 ont plus que doublé en une semaine sur la base des dernières données européennes. Selon une projection fiable, si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre demi-million de décès dus au Covid-19 en Europe et en Asie centrale d'ici le 1er février de l'année prochaine. L'OMS affirme que le taux moyen de vaccination complète en Europe est de 47%. Certains pays dépassent les 70% de leur population avec un chemin vaccinal complet, mais 2 n'atteignent même pas les 10%. L'Europe centrale et celle de l'Est sont les plus touchées par de forts taux d'admission. Et l'Allemagne fait partie des mauvais élèves avec un nombre record d'infections. Alors, pourquoi l'Europe et l'Asie centrale ont-elles connu une flambée des cas pendant 4 semaines consécutives ? Il y a 2 raisons.
Premièrement, une couverture vaccinale insuffisante et deuxièmement, l'assouplissement des mesures de santé publique et sociale. Nous voyons dans des pays comme l'Italie, et je l'ai expérimenté moi-même pendant le G20 à Rome, mon certificat de vaccination a été plus contrôlé en une journée à Rome qu'en 4 semaines en Allemagne. Donc je pense que nous devons faire plus. C'est pourquoi je lance un appel à ce sujet. Selon l'OMS, si 95% de la population européenne portait systématiquement le masque, jusqu'à 188 000 vies pourraient être sauvées d'ici le 1er février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau journal. Excellent week-end à tous.